quand on est dans ce système représentatif, à la rigueur, tu dis, bon, bah voilà, on va prendre un représentant. Donc, bah alors, comment ça marche? Il va nous promettre faire quelque chose, un programme, on va voter pour lui, il va le faire, c'est notre représentant. Alors, quand même, en théorie, je suis quand même le donneur d'ordre, quoi, mais indirect. Dans la Constitution de 58, la nôtre, la Ve République, quand on parle des députés, à un moment donné, il est dit « tout mandat impératif est nul ». C'est-à-dire qu'on a écrit qu'en fait, on ne peut pas obliger le député à voter comme on le veut. Non. Ou plus précisément, s'il nous dit, par exemple, en 2012, « Oh, mais non, moi, je renégocierai le traité budgétaire européen », et puis, il ne le fait pas, il fait le contraire, il le signe sans l'avoir renégocié. C'est un petit clin d'œil à François Hollande. On se rend compte que tout ça est parfaitement conforme à la Constitution. C'est-à-dire qu'on nous dit, vous ne pouvez pas, en tant qu'électeur, exiger que le député fasse ce qu'il a promis. C'est le contraire. Si on est dans un système de représentation, tout mandat impératif est obligatoire, il n'est pas nul. C'est comme quand on donne un pouvoir pour aller voter. Tu dis, tiens, va voter pour Macron, et puis le type revient et dit, non, je vais voter Mélenchon. Il y a un problème quand même, tu rigoles ou quoi? Je t'ai demandé de faire ça. On ne trouverait pas ça normal. Nous, dans la Constitution, on a écrit que non seulement on ne décide pas parce que c'est le représentant qui décide, mais si en plus il se fout de notre gueule, c'est normal. Et on ne peut pas se plaindre, parce qu'on pourrait dire dans ce cas-là, on peut mettre en place quelque chose pour dégager l'élu qui n'a pas respecté son programme, par exemple. Pourquoi pas? Ça aussi, je pense que c'est en effet semi-fasciste, les camps de la mort ne sont pas loin si on était dans ce système-là. Moi, je suis pas tout à fait de ton avis sur le mandat impératif, je vais t'expliquer pourquoi. Et puis, j'ai une bonne nouvelle sur pourquoi, en fait, on peut s'approcher très fortement du mandat impératif dans notre pays sans justement avoir les problèmes constitutionnels que ça pose. Là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est que, selon moi, là, l'élément prioritaire, c'est vraiment que les citoyens soient en mesure de défaire la loi quand elle ne leur convient pas et d'écrire la loi quand une mesure est très populaire, de changer ce que peuvent faire les élus, de changer les mandats. Après, si une majorité de citoyens optent pour le mandat impératif, moi, je soutiendrai cette mesure, puisque ce sera celle qui sera soutenue par la majorité de mes concitoyens. Moi, ce que j'attends d'un élu, c'est... j'ai pas envie de travailler pour lui, je vais pas définir ses règles de la représentation. Moi, j'ai envie qu'il fasse de son mieux, que je puisse surveiller ce qu'il fait et d'être juge ultime de la qualité du travail. C'est ça que j'attends. C'est-à-dire de lui dire, c'est pas ce que tu disais, ce que je t'ai demandé, c'est pas ça, tu revois ta copie. Le mandat impératif, ça pose définir les règles de la représentation, c'est-à-dire que moi, à un moment donné, il faut que je me substitue et que je donne toutes ces règles-là. Du coup, je passe un temps fou alors que je pourrais garder le contrôle complètement sans passer par cette étape-là. Mais si on soutient le mandat impératif, un des éléments que justement Raoul Maniberton avait trouvé légalement un vide juridique dans notre campagne, c'est certes, un élu ne peut pas dire si je m'engage élu à faire au titre de la Constitution, il ne peut pas dire voilà mon mandat, voilà ce que je vais faire et je le fais parce qu'on risque de tomber sous le coup de l'article qui dit tout mandat impératif est nul. Par contre, il peut s'engager à léguer l'intégralité de ses biens sur un contrat de droit privé, notarial, d'individu privé, si il ne réalise pas une série de promesses, ou les points les plus importants de son programme. Nous, c'est ce qu'on a exigé des autres candidats. Parce que aussi, ce qu'on a remarqué, et c'est tout à fait juste ce que tu dis, pourquoi on devrait continuer à croire des gens qui disent « oui, mais je vous promets, je ferai ça », et on sait que l'histoire nous dit qu'ils ne le font pas. Aussi parce que souvent, les candidats s'engagent sur des choses, ils n'ont aucune idée, en fait. C'est la foire à... Je me rappelle d'un candidat qui dit « ouais, mais les Français aiment les Pères Noël. En fait, ils rêvent une fois tous les 5 ans, c'est très méprisant, ils rêvent une fois tous les 5 ans, il faut leur donner du rêve, quoi. Bien sûr, on ne le fera pas, personne n'est dupe, mais il faut un peu quand même les faire rêver. Et donc, cet outil du contrat privé, c'est un outil pour dire « non, moi, je ne vous demande pas de me faire rêver. Je vous demande de prendre des engagements sur lesquels vous prenez des risques si vous ne réalisez pas vos promesses électorales. » Et ça, c'est possible de le faire via du droit privé, ouais, effectivement. La France est très, très particulière. De toute façon, ça se voit très bien. Combien de lois que Macron a voulu ont été votées dans le quinquennat précédent? Combien de lois que ne voulait pas Macron ont été votées dans le quinquennat précédent? Il y a une parfaite identité. Donc, en fait, le Parlement ne sert à rien. Il n'y aurait pas de Parlement en vrai. Ça changerait quoi? Non, ça c'est le gouvernement qui fait les lois, qui les vote, qui les envoie au groupe bio. Donc ces dérives-là,
elles sont quand même accentuées par la constitution Oui. actuelle et c'est pas aussi fort en Italie, c'est pas Bah, aussi fort en Espagne, c'est pas aussi fort en Allemagne quand même. Il y a quand même quelques ah bien contre-pouvoir sûr. est un peu excessif, mais quand même là, on est quand même dans une monarchie, et c'est pas c'est une monarchie en CDD quoi, c'est tout. Non, quand tu disais c'est français, oui, si tu me dis les règles institutionnelles Ah, c'est français, c'est la sont constitution française, madame. qui ont un problème, je dis oui. Et d'ailleurs, la Constitution, c'est même un peu plus compliqué que ça parce que dans le titre, l'esprit de la Constitution, le président de la République est un arbitre. C'est-à-dire, les pouvoirs propres du président de la République sont très limités. Peu de gens le savent, nous, la campagne d'Espoiric, c'était aussi dire ça. C'était vraiment une campagne présidentielle, puisque le président de la République, c'est celui qui se soucie de la gouvernance démocratique, c'est un arbitre au-dessus des partis, et c'est celui qui représente l'intégralité du peuple français. Donc, un des enjeux, moi, de cette campagne, c'était de montrer qu'on pouvait faire une campagne sans dire je ferai ça, mon bâton de pèlerin, mais de dire non, non, je prendrai les décisions de cette façon, parce que c'est ça qu'on attend. Un arbitre, on attend de lui de savoir sur quel principe il va siffler la mi-temps et quelles sont les règles qu'il va faire respecter. Et ça, c'était un élément fort de la campagne. Le problème, c'est qu'on a une pratique institutionnelle, des petites réformes dont on n'a pas, je pense, saisi la portée. Moi, une réforme dont je n'ai pas saisi la portée, c'était la réforme du financement des partis politiques. Dire que l'idée maintenant qu'on pouvait avoir des partis politiques qui sont financés sur leurs résultats électoraux exclusivement. Du coup, qu'est-ce que ça fait? C'est que les partis politiques n'ont plus de militants, ils pèsent rien. Aujourd'hui, si demain les Gilets jaunes faisaient un parti politique, ils seraient le premier parti politique de France. Il n'y a plus personne dans les partis politiques. Pourquoi? Parce que les partis politiques n'ont aucun intérêt à avoir des militants. Un militant, c'est chiant, ça pose des questions, ça veut être engagé dans définir la stratégie, alors que le but, c'est de gagner des élections. Donc on fait quoi? Ça demande d'être respecté? Voilà, exactement, ça demande à être respecté. Donc qu'est-ce qu'on prend? On prend des entreprises privées qui vont t'expliquer la petite phrase, le média training, etc. C'est ça maintenant. Et cette réforme-là a eu l'effet de créer un système politique très cartel. Pareil, la réforme de 2002, la réduction du mandat à 7 ans, à 5 ans du président de la République, et l'inversion du calendrier électoral, surtout le fait que la présidentielle arrive avant les parlementaires, a écrasé le contre-pouvoir parlementaire dans notre pays. L'a écrasé complètement. Et quand on interpelle, et on devrait tous le faire, quand on interpelle un candidat à la présidentielle en disant « Votre programme, vous ne pouvez pas le faire si vous ne cumulez pas les pouvoirs. En tant que président de la République, sans majorité à l'Assemblée, vous ne pouvez pas le faire. » Il répond. La réponse est oui, mais bon, les Français aiment bien les gens qui cumulent les pouvoirs. Ils aiment bien les leaders forts. Ah bon? Moi, les derniers sondages que j'ai vus, c'est que les situations de cohabitation sont celles qui sont les plus soutenues. L'idée d'avoir un président qui n'a pas sa couleur au Parlement, on respire, parce que c'est ça maintenant, l'enjeu pour nous, c'est de respirer, quoi. C'est de plus se faire tirer dessus quand on va manifester, et c'est de respirer. Et ça voilà, il faut quand même pouvoir le dire. La Constitution est bafouée tous les jours. Et nos règles institutionnelles, c'est vrai ce que tu disais, font qu'on a un système qui est de moins bonne qualité démocratique que les Pays-Bas, l'Allemagne, ça c'est clair. On a un pouvoir qui se concentre. Tu as vu, j'imagine, un peu ce qui s'est passé pendant la présidentielle au niveau des écarts de temps. Alors, on a mené, nous, une analyse qui a été assez longue et complexe parce que, bon, l'enseignement, le CSA, tenait un décompte précis des temps de parole. Enfin, il ne donne pas ça du tout de façon agrégée, simple et lisible. Et donc, on a fait un graphique à partir de ça que j'aimerais que tu commentes. En rouge, c'est le temps d'antenne qu'il y a eu pour les principaux candidats à la présidentielle. On a le détail sur le site, là on a pris les plus grands. En rouge, le temps d'antenne, et en vert, le score électoral. Et donc il est assez intéressant de voir la surreprésentation manifeste d'une Valérie Pécresse ou d'un Éric Zemmour par rapport aux résultats, et à contrario, bon, évidemment il y a un petit écart sur Emmanuel Macron qui n'a pas voulu faire campagne, mais pour les autres, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, c'était à peu près 45% des votes et 25% à peine du temps d'antenne. Puis la même chose sur Anne Hidalgo et Fabien Roussel. Est-ce que tu penses que ça, c'est un problème, surtout qu'il y a eu une réforme en 2016 qui avait créé le Parti socialiste pour encore compliquer les choses, parce que on se rappelle, en tout cas pas forcément les plus jeunes, mais les autres, et qu'avant, quand même, quand on était candidat, c'était tous les candidats avaient strictement le même temps de parole pendant toute la campagne présidentielle. Aujourd'hui, c'est le cas, mais juste à la toute fin, quand les jeux sont faits, je dirais. Exactement. Et ça a été modifié en 2016 avec un soi-disant principe d'équité,
où en clair, on dit, bah voilà, il faut que le temps de parole, ce soit à peu près le score électoral que tu vas Exactement. faire. Et le score électoral que tu vas faire, bah, c'est soit le score que tu as fait précédemment en partie, et on tient compte aussi beaucoup des sondages d'opinion. Et là, on a vu que les sondages sont maintenant rentrés dans le mécanisme, dans le mécanisme institutionnel avec le succès que l'on sait, surtout sur Jean-Luc Ouais. Mélenchon et ses 9%, fut autant jadis, ou Éric Zemmour et ses 25%. Mais on voit que ça a été modifié. Alors, toi qui as observé ça évidemment de près, qu'est-ce que tu penses de cette réforme et qu'est-ce que tu penses du rôle des médias? Alors, il y a un élément que ce graphique ne montre pas et qui est encore, à mon avis, plus fort, c'est de regarder rapporté au taux de signature. C'est-à-dire parce que là, on a les candidats qui ont réussi à se Ah qualifier. oui, bien sûr. Oui. C'est-à-dire si on regarde tous ceux qui ont eu des signatures et parfois beaucoup de signatures, le temps d'antenne, le rapport entre combien, entre guillemets, un parrainage te rapporte en temps d'antenne médiatique, c'est flagrant. Il y a vraiment, en fait, on a un système qui rémunère politiquement et médiatiquement les partis établis et peu importe après quel est leur poids véritable dans l'opinion. Et je crois que ça le montre très bien avec effectivement, comme tu le disais, des obligations qui sont que sur des temps de fin de campagne et qui, en fait, les sondeurs ne sont pas nécessairement mal intentionnés. Ce qu'ils font, c'est qu'ils reprennent les noms dont ils sont à peu près sûrs qu'ils vont réussir à trouver les parrainages et ils ne font tourner des sondages que sur ces noms-là. Donc, on a après des anormalités de ce type où, en fait, alors sans compter que certaines, très clairement, quand on a du capital médiatique, voire quand on a le soutien de certains médias directement, je pense à Éric Zemmour. Éric Zemmour a été propulsé très fortement par voilà, une entreprise médiatique qui était. Le but, c'était de le rendre très visible et très attractif dans l'opinion. On était pas sympa avec Bolloré aussi, donc Ouais, après, c'est oui, Bolloré, c'est voilà, compliqué, quoi. était derrière. Mais et on a un système, je trouve, qui, en France, s'américanise là-dessus, avec des campagnes qui sont le fait de grands groupes médiatiques, avec un poids du capital financier et du capital médiatique dès le départ. Ça, moi, je dois dire, l'ayant étudié, j'ai quand même été sidérée par la difficulté d'accès à des médias dits mainstream, quoi. C'est-à-dire vraiment, et il y a une forme aussi chez les journalistes de dire non, les petits candidats, si on les invite, c'est pour les ridiculiser, en fait. Nous, on dit les sérieux, bon, bah, c'est ceux qui finiront au second tour ou qui seront juste en passe de se qualifier. Et encore, pas toujours. Et ça, moi, c'est ce qui m'a vraiment... je me rappelle d'un entretien avec un journaliste de France Info. Il m'invite pour discuter plus de la difficulté d'avoir les parrainages, vous voyez, un peu le format du candidat citoyen qui porte sa croix et c'est difficile, le pauvre, etc. Mais pas du tout des points de programme. Ça se passe au téléphone, vraiment 35 secondes chrono. Et donc, je lui dis, il y a une responsabilité quand même des médias dans notre pays de promouvoir le pluralisme politique. Les journalistes me répondent, vous passerez 10 secondes à 5 heures du matin, donc voilà, on a fait notre part. Ils raccrochent. Donc, il n'y a vraiment pas aussi cette conscience de dire, en fait, il y a un rôle des médias qui est de fermer l'offre politique très fortement et qui donne ces résultats-là. On peut aussi un peu d'abrutir le citoyen. C'est comme tu dis, en effet, je pense qu'il s'intéresse plus à ça fait quoi d'être une femme, candidate, machin. Exactement. Puis si tu avais pleuré, je suis sûr que ça aurait fait un temps Il d'antenne aurait en fallu. plus. On s'est posé la question, on Ouais. s'est dit, il faut sortir des histoires croustillantes, malheureusement. Ah ouais, mais toi, tu On n'a parles pas de fond, sorti. d'idées, donc ça c'est pas bon, ça. Ça, c'était il y a 20 ou 30 ans. Ça. Mais on a eu... Alors, une des choses, par contre, sur lesquelles, et je pense c'est important de le souligner, parce que tout n'est pas noir et morose, c'est qu'on a vu dans d'autres pays, par exemple en Italie, à mesure que les médias étaient discrédités, eh bien, on a vu émerger des chaînes YouTube qui font un vrai travail de fond. Et ça, c'est quand même, ça ouvre un espace, je trouve, qu'on a eu aussi, nous, on a bénéficié à Espoiric très fortement de ça, de toutes des chaînes, ces médias qui commencent à avoir un poids cumulé bien plus fort que le nombre d'abonnés sur Radio France, ça c'est clair. C'est ce qu'on essaie de faire ici aussi. Hein. Voilà. Mais est-ce que justement tu crains pas qu'il y ait des formes de régulation à venir de YouTube et Mais des réseaux sociaux? elles existent. On voit de plus en plus maintenant les projets de loi sur la question de la diffusion des opinions politiques sur les réseaux sociaux, sur est-ce qu'on compte du temps de parole. C'est sûr qu'elles vont arriver. Mais quand elles arriveront, c'est bon signe. Ça veut dire que la balance est en train de s'inverser.
Et c'est quand même, je trouve l'espace est quand même assez large pour qu'il y ait une forme de poche de résistance qui puisse se faire. Mais c'est évident, oui, que cette question de la régulation des réseaux sociaux va se poser et des médias alternatifs va se poser à mesure que ces médias vont prendre de l'ampleur. Mais c'est difficile, hein, à réguler aussi, hein. C'est une grande nébuleuse, hein.